Bonjour et bienvenue, je suis Hurlelou et vous êtes sur la chaîne Croc et Lame. Nous avons dépassé dernièrement le palier des 200 abonnés et je tenais à vous en remercier. Avec le format Logos Historica Veritas, je me suis aperçu que ça fonctionnait correctement, mais pour des factions que je qualifierais de moyenne taille. Des factions avec une petite gamme de figurines dédiées et un lore relativement restreint. Mais pour les grosses factions de 40K, ça marcherait moins bien. Alors on va subdiviser les chapitres pour les rendre plus digestes. Je profite du sursaut de motivation que m'offre l'annonce de la sortie prochaine du Codex Space Wolves pour amorcer une petite série à propos de cette armée. Ce chapitre de Logos Historica Veritas sera donc divisé en plusieurs épisodes que j'espère relativement courts. Le premier couvrira les 3 premières éditions de Warhammer 40 000, le second les éditions 4 à 7, le troisième les figurines Forge World et Horus Heresy, le quatrième les versions 8 à 10, et le cinquième couvrira la littérature, des codex et suppléments au roman. On qualifie souvent les 2 premières éditions de Warhammer 40 000 de Oldhammer, et j'aurais pu les traiter en tant que tels ensemble, mais quelque part, la 3e version de Warhammer 40 000 est à cheval sur cette période du Oldhammer et du Middlehammer. Pour moi, ce qui va vraiment distinguer la fin du Oldhammer, c'est quand on va arrêter de produire de nouvelles unités d'élite en métal pour les produire en plastique et garder le métal et plus tard la résine uniquement pour des personnages très caractéristiques ou alors pour la gamme Forge World. Du coup, je vais traiter ces 3 éditions comme un tout cohérent dans une seule vidéo. Pour les vidéos qui suivent, je ne placerai que les figurines spécifiquement Space Wolf. Vous noterez que certaines images sont accompagnées d'une petite étoile dorée à côté. Cela veut dire que je l'ai dans ma collection, c'est tout. Au moins une figurine en tout cas. Ça ne sert pas à grand chose pour vous, mais moi je trouvais ça amusant comme information. C'est une manière de montrer d'une manière indirecte ma collection. Il y aura d'autres vidéos pour la montrer de manière plus directe. Enfin bref, commençons. A l'origine, les Space Wolves n'ont pas de figurines spécifiques. Ils sont juste l'un des chapitres de la Astartes, que l'on peut faire avec n'importe quelle figurine de Space Marines de la gamme Rogue Trader, dont celle éditée en 1988 sous la référence RTB-01, la première boîte de Space Marines en plastique. On notera qu'ils sont très différents des Space Marines avec lesquels la très grande majorité d'entre nous ont pu avoir l'habitude de jouer. Ils sont plus petits, leur position est quelque peu étrange. On reconnaît cependant l'armure Mark VI dite Corvus. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les figurines de Space Marines Codex utilisables par les Space Wolves, mais j'avais besoin que vous ayez en tête l'apparence d'un Space Marines à cette époque. Car la même année paraît la figurine de Leman Russ, accompagnée de ses 2 loups. Les Space Wolves seront les seuls à bénéficier de la sculpture d'une figurine de leur primarque jusqu'à la sortie d'Angron, pour Horus Heresy en 2012. À l'échelle des figurines de la boîte RTB-01, cette figurine ne sera cependant pas disponible très longtemps, et c'est littéralement le tout premier Space Wolf en termes de sculpture. Quelque part, c'est presque poétique dans la diégèse de Warhammer 40 000. Certains marqueurs classiques des figurines Space Wolves apparaissent. Les colliers de dents de loup et la queue attachée à la poignée de l'épée tronçonneuse. J'espère la revoir un jour dans un Made to Order, parce que je l'ai, mais il me manque les 2 loups et le pack dorsal, c'est bien dommage. En 1991 paraît le capitaine Space Wolf. Là où la figurine de Leman Russ a rapidement quitté les étals de Game Workshop, cette figurine est restée présente jusqu'à nos jours. Il reste relativement petit pour un Space Marines premier-né tel qu'on peut en voir dans la gamme, tout en étant légèrement plus grand que les figurines de la boîte RTB-01. On notera que le home en forme de tête de loup accompagne d'autres classiques introduits par Leman Russ. En 1993, les premiers personnages spéciaux des Space Wolves que l'on connaît encore aujourd'hui seront sculptés. À la toute fin de la première édition de Warhammer 40 000, avec le prêtre de fer d'ailleurs. Les proportions commencent à s'approcher des standards qui seront ceux des Space Marines pour les années à venir. On retrouve les classiques évoqués précédemment, qui se voient adjoindre des peaux de loup, un peu partout. Le pack dorsal en forme de tête de loup fait également son apparition. On notera que Ragnar Crinière Noire était blond. La crinière noire, c'était celle du loup qui l'a tué de ses mains
pendant son initiation à la base. Pas ses cheveux à lui. Cette sortie est également celle où les unités de base spécifiques aux Space Wolves sont créées. Ici, les Griffes Sanglantes, les Marines tout juste initiés qui découvrent le champ de bataille. Constituées de 3 figurines de Griffes Sanglantes en métal différentes, elles sont complétées par des bras, épaulières et packs dorsaux en plastique. Un sergent avec une sculpture particulière est également présent. Largement équipé de poignards, les motifs typiquement Space Wolves sont bien représentés, mais avec une certaine parcimonie. Ici, nous découvrons les chasseurs gris, le cœur des grandes compagnies. Des guerriers expérimentés capables de plus de raisonnement et de calme que leurs jeunes frères. Ici aussi, le même modèle. 3 sculptures de chasseurs gris individuels et une pour le sergent. Et on habille tout ça avec des bras, des backpacks et des épaules en plastique. Contrairement aux Griffes Sanglantes, les chasseurs gris n'ont pas de poignard. Mais ils ont, eux aussi, avec une certaine parcimonie, des décors, des motifs, des colifichets typiques des Space Wolves. On notera que là où les Griffes Sanglantes portaient majoritairement des armures de type Mark VI ou Corvus, les chasseurs gris, eux, sont majoritairement équipés d'armures Mark VII ou Aquila. Les Long-Crocs sont les vétérans du chapitre. Leur calme leur permet de manier les armes lourdes avec une efficacité redoutable. Cette unité suit le modèle des précédentes. Un sergent et 3 corps spécifiques équipés d'armes lourdes en métal posées sur des bras avec des épaules en plastique et des backpacks en plastique. Ces figurines, quoique un peu rigides, ce qui va avec leur lore de guerriers posés et calmes, démontrent leur statut de vétérans par la masse des décorations sur leurs armures. On distingue également des grèves stabilisatrices pour les porteurs d'armes lourdes. Ce détail disparaîtra des figurines de porteurs d'armes lourdes pendant plusieurs éditions ensuite, avant de revenir pendant la dernière itération des Squad Devastator en V7. Viennent ensuite les gardes-loups, les vétérans du chapitre, ou plutôt leurs héros recrutés par le Seigneur Loup pour leur mérite. Ici, ils revêtent des armures Terminator. L'unité est en métal, constituée d'un sergent et cette fois-ci de seulement 2 sculptures différentes de garde-loup Terminator. Avec des bras spécifiques aussi pour les Space Wolves, avec des armes, avec des crânes de loup bien souvent. Ils sont relativement plus grands que les Marines en armure énergétique, mais le contraste n'est pas encore énorme. On voit qu'ils débordent déjà de leur socle de 25 mm, qui était à cette époque le seul qui existait pour l'infanterie. D'autres garde-loups sont sculptés pour cette fin de V1, en armure énergétique cette fois-ci. L'un d'entre eux porte même la bannière de sa compagnie. Là aussi, on a des figurines très typées, couvertes de décorations Space Wolves que l'on complète d'un bras, d'une épaule et d'un pack dorsal en plastique. On peut notamment admirer cette magnifique patte de loup bionique sur le deuxième garde-loup. Sur cette vague de sortie, on peut noter que l'échelle des Space Marines se stabilise sur quelque chose qui sera connu pour de nombreuses années. Et on n'est pas encore en V2. Nous sommes enfin en V2. Toujours en 1993. Avec la quantité de sorties pour la fin de la précédente édition, vous imaginez bien qu'il n'y en a pas forcément autant qui accompagnent la sortie du codex. Cependant, 2 figurines notables apparaissent. Le Dreadnought Space Wolf en métal, et plus précisément Bjorn Main Terrible, premier successeur de Leman Russ après avoir été l'un de ses garde-loups, ce qui n'est pas rien. Avec lui vient le prêtre des runes en armure Terminator. Là encore, crocs, fourrures, queue de loup sont bien présents. Le prêtre des runes est presque plus ornementé que Niall, tant il est couvert littéralement de runes. Des sergents pour les escouades de scouts sont aussi produits. Ils accompagnent les scouts en métal Rock Trader ou ceux en plastique d'Advanced Space Crusade. On n'est pas forcément sur les plus belles figurines de la gamme, mais elles ont une identité particulière. Il est à noter qu'en V2, les scouts Space Wolves sont des scouts comme ceux des autres chapitres, et pas encore des vétérans. C'est pour cela que seuls les sergents scouts sont produits. Ils sont les vétérans qui mènent les recrues. Nous sommes en l'an 2000 et le codex Space Wolves paraît. La sortie du codex est accompagnée par la sortie de la figurine de Logan Grignard, le maître de chapitre actuel des Space Wolves. Il avait bien des règles en V2, cependant, comme de nombreux personnages spéciaux, il n'avait pas de figurine dédiée. Cette figurine est notable à bien des égards.
C'est le premier Terminator qui est sur un socle de 40 mm. Et c'est surtout la figurine de Terminator la plus dynamique jamais sculptée, le seul en train de courir. Les Space Wolves entrent enfin dans l'ère du plastique pour leurs troupes avec cette grappe qui, combinée avec n'importe quel kit de Space Marines, permet de faire l'unité Space Wolves que l'on désire. Ici, des griffes sanglantes et des chasseurs gris. Le but est de customiser des Marines classiques pour leur donner une saveur plus fenricienne. Pas de couvrir tout le monde d'une quantité énorme de fourrures, de colliers et compagnie. Ça reste vraiment très limité. Les Space Wolves reçoivent des scouts en métal spécifiques à leur chapitre. En effet, contrairement aux autres chapitres, désormais, les scouts des Space Wolves sont des vétérans à qui le chapitre confie les missions de renseignement et d'infiltration. Ces sculptures sont là pour représenter ça. On note une différence relativement importante dans les équipements accessibles aux scouts Space Wolves par rapport aux scouts des autres chapitres. Armes énergétiques, spéciales, pistolets à plasma. Ces éclaireurs sont là pour du combat plus rapproché que leurs homologues des chapitres Codex. On notera que pour la V3, en l'honneur de leur primarque, les Space Wolves peuvent intégrer à leur armée un Leman Russ Exterminator. Ce n'est pas un kit à proprement parler Space Wolves, c'est un kit de la garde impériale, sorti l'année précédente avec un kit d'amélioration en métal pour remplacer son arme principale par un autocanon Exterminator. C'est une touche sympathique qui disparaîtra définitivement du codex dès la prochaine édition d'un codex Space Wolves. 3 ans après la sortie du codex, une campagne mondiale est lancée, la campagne Œil de la Terreur. Dans le codex qui supporte cette campagne donc, plusieurs listes d'armées spécifiques, dont celle de la 13e compagnie des Space Wolves, sont éditées. Vous pouvez en savoir plus dans l'épisode précédent donc de Logos Historica Veritas, je ne m'étendrai pas dessus. Le Prêtre des Runes sorti pour la 13e compagnie a bien vite intégré la gamme courante des Space Wolves et ne l'a quitté que relativement récemment. Il permettait d'avoir enfin un Prêtre des Runes en armure énergétique qui ne soit pas une figurine d'un personnage spécial, même si Niall avait quitté la gamme courante à ce moment-là, pour ne reparaître que sporadiquement. Plus sobre que les 2 précédents Prêtres des Runes, il est couvert de fourrure et de colifichets, mais pas trop de runes ici. Les bienheureux qui ont pu être présents au Games Day de 2003, qui s'est déroulé au Stade de France si mes souvenirs sont bons, pour son édition française en tout cas, ont eu la chance de se procurer cette figurine avec leur billet. Elle reste encore aujourd'hui selon moi une des plus belles figurines de toute la gamme. Elle combine les détails typiques des chapelains avec le Crozius, le Rosarius, un crâne certes de loup en guise de casque, mais aussi des flacons d'apothicaire. C'est à ce jour la seule figurine mettant en avant ce mélange des genres typiques des Space Wolves que représente le prêtre loup. Les troupes de la 13e compagnie sont faites en combinant des figurines de Space Marines classiques avec des Space Marines du chaos et la grappe d'amélioration des Space Wolves. Les unités ainsi constituées sont les griffes tonnerres et les tueurs gris. Ils sont moins sobres que les troupes des Space Wolves standards à cause des Beats Marines du chaos. Mais on n'est pas trop couvert de colifichets fenriciens pour autant. Pour accompagner la 13e compagnie, les frères ayant succombé à la malédiction du Wulfen sont parus. Ces 5 modèles en métal n'ont été disponibles qu'à partir de la sortie du codex Œil de la Terreur et pendant la V4, disparaissant pendant la V5 avec le reste des évocations du résultat de la campagne mondiale. On est vraiment sur des Marines classiques qui se transforment et détruisent leur armure de l'intérieur à cause de leurs muscles qui gonflent et ne sont plus capables d'utiliser leurs armes autrement que pour cogner sur leurs ennemis dans leur fureur aveugle. On est plus sur le motif du berserk que sur celui du loup-garou, même si ce motif est là, vraiment en filigrane très grossier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les origines de la gamme Space Wolves. On peut voir comment l'identité graphique de cette gamme de figurines se construit avec un équilibre entre les motifs typiques des Space Wolves et les armures classiques des Space Marines. Nous verrons donc la semaine prochaine la suite, comment les Space Wolves ont évolué pendant la période dite Middle Hammer. Il est bien sûr possible que des erreurs se soient glissées dans mon travail de recherche. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou dites ce que vous pensez de la nouvelle présentation des vidéos, je tente une nouvelle technique pour me faciliter le montage.
Et vous pouvez bien sûr suivre le reste de mon travail hobbyistique sur mes réseaux sociaux, toujours en description. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire en commentaire, alors n'hésitez pas à y aller. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout, amusez-vous bien.